Libre-échange, Sylvain Blondin. Libre-échange, Sylvain Blondin. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur le plateau de notre émission Libre-échange qui est de plus en plus, je le dis à chaque émission, mais il faut qu'on ait quand même une reconnaissance vis-à-vis de notre public, de plus en plus écouté, que ce soit en France, mais aussi à l'étranger. J'ai reçu des petits messages de sympathie qui nous viennent d'Algérie, de Tunisie aussi, des amis algériens, tunisiens. D'ailleurs, très prochainement, je dois aller les voir là-bas sur place. Donc, s'ils nous écoutent, et je pense qu'ils vont nous écouter lors d'une rediffusion, eh bien, mes amis, bonjour et bonjour à tout le monde. Et je tiens à remercier aussi, sans que je le dis à chaque émission, sans nos invités, eh bien, notre émission n'existerait pas, on ne serait pas écouté. Merci à nos invités. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Madame Magali Schaeffer, le docteur Magali Schaeffer, qui est pharmacienne. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est d'actualité, car la semaine prochaine, je vous rappelle, entre le 20 et le 26, c'est la semaine européenne de la vaccination. Alors, vous allez dire, ouais, la vaccination, mais oui, la vaccination, malheureusement, bien souvent, on passe à côté, on oublie, on se pose des questions, on a de la désinformation, on se dit, est-ce que je vais me faire vacciner? Oui, mais si je me fais vacciner, je tombe malade. Oui, mais je vais avoir d'autres maladies. Enfin bref, on va essayer de répondre à toutes vos questions. Et pour ce faire, on aura également le témoignage et l'interview du professeur Thierry May, qui est responsable du service immunologie au CHU de Brabois-Nancy et qui travaille justement sur la vaccination et notamment sur toute la partie, extérieure, internationale de la vaccination. Voilà un petit peu pour l'entrée en matière. Madame Schaeffer, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur notre plateau. Alors, c'est très important d'avoir l'avis de professionnels de la santé. Le professeur May, qui est aussi chercheur, mais aussi vous qui êtes de prescripteur, vais-je dire, mais vous aussi qui êtes au contact tous les jours des populations, des patients. Alors, première chose qui vient à l'esprit, vaccination, ça veut dire quoi la vaccination exactement ? Alors, la vaccination, c'est le fait de protéger en fait la population de certaines maladies infectieuses. Pour être relativement simple, en fait, quand nous avons des agressions de l'extérieur, quand on a des maladies, des virus, des bactéries ou autres qui nous attaquent, en fait, chacun de nous possède des défenses qui sont innées. Ce sont des cellules qui s'appellent des phagocytes, ou alors on a un arsenal de guerre. D'ailleurs, les cellules s'appellent des natural killers, des cellules tueuses naturellement. Ça, tout le monde les a. À côté de ça, ces défenses, on a des défenses qui sont acquises, qui vont être beaucoup plus spécifiques et à mémoire. Ces défenses acquises, elles vont être transmises de la part de la maman à son bébé, mais au bout de quelques mois, les défenses de la maman vont disparaître dans l'organisme de l'enfant. D'où l'intérêt, par le biais d'une vaccination, de réacquérir ou de refabriquer ces défenses qui, elles, vont être, comme je vous le disais, non seulement spécifiques d'une maladie, elles ne sont pas larges comme peuvent l'être les défenses innées, et puis en plus à mémoire. Donc elles vont réussir à reconnaître ces agresseurs potentiels pour nous défendre. Effectivement, donc voilà un petit peu. Mais une fois, je vais dire que cette immunisation par rapport de la maman de cette maladie, l'enfant, le bébé, va créer sa propre résistance. Alors, pas vraiment. Il va avoir une défense qui est large, comme je vous le disais, qui n'est pas spécifique. La mise en contact, effectivement, avec certains agresseurs vont potentiellement développer ceci, mais on ne va pas espérer que l'enfant attrape et la diphtérie, la tétanos, la coqueluche, la poliomyélite et autres pour faire ces facteurs de défense. Là, on est dans la prévention. Alors, ce que je vous propose, docteur Schaeffer, c'est justement d'avoir l'interview du professeur May. Et par rapport à ça, donc on va pouvoir ensuite, dans la deuxième partie de notre émission, pouvoir rebondir, poser des questions. Et je sais que vous êtes là pour y répondre. Sans problème.
Monsieur le professeur May, bonjour. Merci de nous accorder cette interview pour notre émission Libre-Échange, notre émission donc, sur la santé. Donc, vous êtes au CHU de Brabois, vous travaillez responsable du service sur, je pense que vous avez... Maladies infectieuses. Les maladies infectieuses, c'est bien ça. Alors, je vous laisse vous présenter, docteur, et on va parler aujourd'hui de la vaccination. Tout à fait. Bah, écoutez, moi je suis responsable donc du service des maladies infectieuses et tropicales qui est à l'hôpital de Brabois et qui pour la région Lorraine accueille, comme son nom l'indique, les patients les plus gravement atteints d'infections, méningite ou infections respiratoires, tuberculose, sida, pathologie tropicale. Et puis dans nos activités, on a également en charge d'organiser un petit peu la vaccination et on a dans le service par exemple un centre de vaccination pour les personnes en situation de précarité ou pour les personnes amenées à voyager, pour les vaccinations du voyageur. D'accord. Alors justement, on parle vaccination pour bien des personnes, c'est un grand mot qui englobe pas mal de choses. Mais alors, pouvez-vous nous dire déjà, qu'est-ce que la vaccination ? La vaccination, c'est simple, elle a pour objet d'éviter de faire une maladie en injectant dans l'organisme un agent infectieux inactivé qui fera que l'organisme va réagir en fabriquant de ce qu'on appelle des anticorps, qui fait occasionnant à ce moment-là une protection le jour où on aurait été amené à rencontrer l'agent infectieux lui-même. C'est-à-dire que si demain je me vaccine contre le virus de la rougeole, si j'ai jamais fait la rougeole, le fait de me vacciner sera que le jour où je rencontrerai effectivement la rougeole, à ce moment-là, j'éviterai de la faire. Donc c'est une protection anticipant le risque de survenue d'une maladie. Donc il faut les faire pour certaines suffisamment tôt dans la vie avant d'avoir le risque de rencontrer des agents infectieux transmis, notamment par voie respiratoire ou par voie digestive. Pour cette semaine européenne de la vaccination, quels seraient vos conseils, monsieur le professeur ? Oui, il y a aujourd'hui un calendrier vaccinal qu'on a essayé d'ailleurs de simplifier. Depuis l'année dernière, il y a moins d'injections chez le nourrisson et il faut faire en sorte que l'ensemble des nourrissons soient bien protégés. C'est pas parce qu'on est protégé quand on a été nourrisson qu'on le reste toute sa vie. Et ce qui reste important aujourd'hui, et c'est là-dessus qu'on essaye de faire les efforts, c'est de revacciner correctement les adolescents, les adultes jeunes, pour éviter qu'ils n'attrapent eux-mêmes des maladies ou qu'ils ne la transmettent à leurs propres enfants. Donc des maladies transmissibles par voie respiratoire, la coqueluche, l'hépatite, la tuberculose ou d'autres maladies respiratoires. Là, il est important même la rougeole, de bien revacciner les adolescents, les adultes jeunes, la méningite, la méningocoque, parce qu'un nourrisson de 1 an qui fera la méningite à méningocoque, il l'a bien attrapé de quelqu'un, et c'est souvent ses propres parents qui sont les pourvoyeurs. Donc, il est important aujourd'hui de bien revacciner les futurs parents pour éviter qu'ils ne soient eux-mêmes la source d'une transmission à leurs propres enfants, sachant qu'eux-mêmes feront des formes éventuellement bénignes de la maladie, voire même parfois inapparentes, et que le nourrisson fragile, lui, risque de faire une forme grave. Donc, en attendant qu'on ait le temps de vacciner pendant les premiers mois de la vie, c'est parfois trop tôt pour vacciner les nourrissons parce que leur système de défense ne permet pas de fabriquer des anticorps contre le vaccin. Il faut attendre. La méningite à méningocoque, on peut vacciner seulement à partir de 1 an. Donc, si on veut éviter que le bébé ne fasse la maladie pendant la première année de vie, c'est en protégeant ses parents et donc les futurs parents. C'est eux qui, aujourd'hui, je pense que c'est là où il y a un effort à faire parce que la couverture vaccinale, elle est bonne chez les nourrissons, 90% sont bien protégés. Par contre, chez les parents, on tombe à 50%. Donc là, il faut faire un effort pour que de 50, on passe à 80 dans les années à venir. Oui, parce qu'il y a une certaine négligence, peut-être parce qu'on n'y pense pas, et puis peut-être que les médecins ne pensent pas toujours à vérifier non plus où en sont les adolescents qui consultent peut-être moins, comme ils sont bien portants, ils ont moins l'occasion de se rendre à ce moment-là chez leur médecin. Donc et on essaye d'imposer entre guillemets une consultation obligatoire justement de l'adolescent entre 11 et 14 ans pour faire le point sur les vaccinations, notamment je vous l'ai dit, la coqueluche, la rougeole, les hépatites, parce que là ça sera une maladie sexuellement transmissible, l'hépatite B. Tant qu'à faire, vaut mieux vacciner si ça n'avait pas été fait pendant la petite enfance, l'adolescent, avant qu'il n'ait ses premières relations sexuelles. Pareil pour les filles avec les papillomavirus, c'est l'âge où maintenant à 11-12 ans où on recommande de les vacciner. Et c'est là où les couvertures vaccinales sont moins bonnes, où on pêche effectivement par méconnaissance, parce qu'on n'y pense pas, plus
un peu par négligence plus que par méfiance. Monsieur le professeur, merci beaucoup pour tous ces conseils. Et donc, je rappelle, vous êtes le professeur May du Centre hospitalier universitaire de Nancy. Vous êtes le responsable donc, du service donc, immunologie. Donc, et merci beaucoup et à très bientôt, monsieur le professeur. Merci, à bientôt, au revoir. Chères auditrices, chers auditeurs, eh bien voilà, on a fait une courte pause musicale. Ben, il le fallait parce que on a encore beaucoup de choses à vous dire sur la semaine de la vaccination. Alors, comme je disais, sur le plateau, j'ai le plaisir d'avoir le docteur Magali Scheffer, qui est pharmacienne et qui travaille justement tous les jours en relation avec la patientèle. Donc, qui lui pose plein de questions sur la vaccination. Alors, chose promise, chose due, comme je disais juste avant la pause musicale, eh bien oui, à l'esprit, on a la vaccination, et pour la vaccination, c'est Pasteur, c'est la rage. Mais justement, Magali, ça remonte à plus longtemps que cela. Bien avant cela, on parlait déjà de vaccination du temps des Indiens, du temps des Chinois. Oui, absolument, Sylvain. La variolisation était apparemment connue avant le XIe siècle. Alors, on n'a pas d'écrit aujourd'hui qui puisse le prouver. Mais en revanche, il y a une première mention qui est indiscutable de la variolisation, qui est en Chine et qui est au XVIe siècle. Donc, on est bien, bien loin de ces années modernes aujourd'hui où on vaccine les enfants dès le 2e mois de la vie. C'est déjà en 1770 que Daniel Bernoulli a généralisé une pratique. C'était la variolisation, d'ailleurs. Donc, on inoculait la variole à quelqu'un à partir de la vache, donc bacca. Donc, c'était de la variole de la vache, c'est ça? Voilà, c'était ça. À partir des pieds de la vache, on inoculait. Et puis, cette vaccination de vacca à la vache, comme je vous le disais en latin, eh bien, en fait, a créé des vaccins. Et il a démontré, ce fameux Daniel Bernoulli, qu'on arrivait à augmenter la durée de vie de 3 ans. Ah oui, effectivement. Alors, en fait, ça a été repris par Pasteur. Ça a été repris par Pasteur. Parce que tout le monde se dit, oui, c'est Pasteur qui est le grand précurseur en la matière de la vaccination. Mais en fait, non. C'était déjà à l'époque. Il a été repris. Disons que ça a marqué le public de par la maladie de la rage. Oui, parce que c'est une maladie qui, de toute façon, est à 100% mortelle. Donc, la première vaccination humaine, c'est effectivement, vous avez raison, celle qui a été établie le 6 juillet 1885 par Pasteur sur un enfant qui avait été effectivement mordu, donc qui avait contracté la rage. Exactement. Voilà. Donc, ça permet de... Parce qu'on se dit, ben oui, mais c'est quand même très récent, la vaccination, ça remonte pas si loin que ça. Alors, justement, le professeur May, il parlait d'un calendrier de la vaccination. Je pense que ce serait bien que nous puissions en parler. Qu'en est-il exactement ? Alors, effectivement, beaucoup de choses ont bougé ces dernières années parce que les anticorps donc, que nous formons nous protègent. Ils protègent tellement qu'au bout d'un moment, comme l'a dit le professeur Thierry May, la variole, par exemple, a été complètement éradiquée. Donc, il n'y a plus d'intérêt de se varioliser, de se vacciner contre la variole en tout cas. Et puis, très récemment, par exemple, la tuberculose a été complètement éradiquée. Et depuis 2007, eh bien, en fait, le BCG que nous avons connu, nos générations, Sylvain, à vous et à moi, eh ben, ça a disparu. On n'a plus besoin de se vacciner contre le BCG. Ça reste un vaccin recommandé, bien entendu, mais ça ne fait plus partie des vaccins qui sont obligatoires. Ne réside dans les vaccins obligatoires que le fameux DTP qu'on a tous connu, diphtérie, tétanos, polio. Alors, je vous disais, c'est mobile. Alors, c'est mobile dans le type de vaccin parce que maintenant, on a une recrudescence de coqueluche. Donc, on va vous inciter quand même fortement à vous vacciner contre la coqueluche. Et puis, dans le temps, à savoir que nos anticorps, une fois qu'on les a fabriqués grâce à ces défenses actives, comme je vous l'expliquais en première partie, en se vaccinant, eh bien, ces défenses ne sont pas à vie non plus. Donc, il faut faire des rappels réguliers. Jusqu'à présent, on se vaccinait tous les 10 ans. Aujourd'hui, on a gagné en temps, à savoir qu'on ne se vaccine plus que tous les 20 ans quasiment. En fait, je vais vous le dire pour les adultes, en fait, c'est 25, 45, 65, 75, 85 et 95. Dans la vie active, on va dire 25 ans, 45 ans, 65 ans.
Après, ça sera tous les 10 ans. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on devient des personnes plus âgées, des personnes plus fragiles. Fragilisées, effectivement. Absolument. Et je rappelle, la grippe tous les ans, s'il vous plaît. 60% de la population française seulement est vaccinée. Or, c'est pas parce que c'est remboursé par la sécurité sociale à 65 ans que c'est pas nécessaire de se vacciner. Il y a plusieurs milliers de morts et d'hospitalisations par an en France. Je dis bien de la France. La grippe tue 2,5% par rapport aux décès totaux. Oui. D'accord. Oui, c'est énorme. Alors, il y a eu une évolution, on en parlait justement avec le professeur May de la grippe, et il y a eu certaines controverses, et notamment en disant, bah oui, mais on se fait vacciner contre la grippe, j'ai attrapé une autre maladie, j'ai contracté la grippe par rapport à ça. Il y a même des médecins généralistes qui ont dit non, qui ont fait fronde face à la vaccination en disant non, je ne veux pas qu'on puisse vacciner parce que il risque d'avoir des effets derrière. Donc ça serait bien de pouvoir un petit peu éclairer notre public qui nous écoute à ce sujet. Notamment dans la grippe, il y avait l'hydroxyde d'alumine qui est, je pense, enlevé aujourd'hui, qui n'existe plus, ou il existe encore dans les vaccins, enfin des adjuvants. Qu'en est-il exactement déjà à ce niveau-là ? Est-ce que les adjuvants peuvent provoquer des conséquences derrière et déclencher d'autres maladies ? Alors, que ce soit bien entendu, les adjuvants qui avaient des problèmes, des effets secondaires, c'était ceux du DTP, diphtérie, tétanos, polio, ancienne génération, qui a été suspendu depuis des années, qui n'existe plus. Aujourd'hui, je peux affirmer qu'aucun adjuvant ne peut faire d'effets secondaires à part une rougeur au niveau de l'inoculation. C'est tout. Aucun rapport, comme le disait d'ailleurs le professeur. Comme si on se faisait piquer par une petite abeille. Absolument. Il y a une réaction du corps qui est normale. Tout à fait. J'ai presque envie de dire c'est un débat d'experts que d'être contre la vaccination. On a l'impression que finalement, plus on est connaisseur, plus on va s'en méfier. Or, il se trouve que la vaccination n'a pas de danger, et je l'affirme. Comme l'a dit Thierry May, il n'y a pas de rapport entre la sclérose en plaques et l'hépatite, par exemple. L'hydroxyde d'aluminium, écoutez, je suis désolée, mais on mange tous du chocolat emballé dans des plaquettes d'aluminium. Je crois que ça n'a perturbé personne d'avoir du chocolat entouré d'aluminium. Et la quantité est tellement infime que ce n'est même pas comparable par rapport à une injection. Dans les pays sous-développés, c'est l'accès à un personnel qualifié, c'est des problèmes de revenus et économiques, et puis c'est l'accès au village qui empêche la vaccination. Et oui, ils sont retirés dans les campagnes. Voilà. Je travaille sur les problématiques des désertifications médicales. Là, je vais partir très prochainement sur certains pays d'Afrique. On est en cours de discussion parce qu'ils ont le problème aussi de désertification médicale dans la brousse. Il faut le rappeler parce qu'on dit, on n'y pense pas, mais ce sont des pays qui sont touchés aussi. Tout à fait. Et la France fait mesure d'enfants gâtés. Nous, on nous offre les vaccins. Ils sont remboursés pour la plupart. Et on fait la fine bouche en disant oui, mais je risque d'avoir tel ou tel danger. C'est faux, ça a été démontré. Et en fait, finalement, on peut rapprocher cette méfiance aux classes socio-économiques les plus élevées. On pense avoir l'information, mais c'est une mauvaise information. C'est de la désinformation. C'est de la désinformation. Alors, nos campagnes, on parlait de désertification médicale. Est-ce que dans nos campagnes, Magali, elles ne sont pas délaissées ? Parce qu'on a, sur nos différentes stations qui reprennent notre émission Libre-Échange, plein de gens qui sont dans les campagnes et qui nous écoutent. Est-ce que la vaccination est aussi pas performante? Je veux dire, y a-t-il autant de personnes qui se vaccinent dans les campagnes qu'à la ville? Question de proximité. Est-ce qu'ils ne se sentent pas un peu délaissés? Alors j'espère que non. Après, les médias, les différents médias, Internet, et par exemple, la semaine de vaccination permet l'accès à cette connaissance. Nous sommes des professionnels de santé, nous, les pharmaciens, très facilement accessibles. On peut donner cette information-là. Ou alors télécharger, donc comme je vous le disais, sur Internet. Ouvrez simplement votre livret de santé, vous aurez tous les renseignements sur ces différentes vaccinations. J'espère que justement la population générale se renseigne, ou en tout cas on a les moyens.
Alors, comment ça se passe? Imaginons, une personne, elle veut aller se vacciner contre la grippe, elle veut faire une vaccination. Est-ce qu'elle est obligée de passer obligatoirement par son médecin généraliste ou est-ce qu'elle peut venir voir son pharmacien en disant, voilà, docteur Schaeffer, je voudrais me vacciner contre la grippe, j'achète mon vaccin. Comment que ça se passe? Absolument, oui, oui. Il y a une campagne de septembre, alors je crois que c'est vers le 20 septembre, jusqu'à normalement le 31 décembre où les vaccins sont disponibles, puisque vous le savez, les vaccins de la grippe ne sont pas les mêmes tous les ans, bien évidemment. C'est ça, on n'arrive pas à avoir un vaccin de la grippe comme on peut avoir un vaccin du tétanos, parce qu'il y a une mutation du virus. C'est ça le problème de nos petits virus, c'est qu'il faut régulièrement faire de nouveau une injection, parce qu'il est mobile, il est mutant, donc il faut à chaque fois affiner la souche, qui est en l'occurrence cet hiver attaquante. Et puis donc on peut aller donc chez son pharmacien qui vous remettra le vaccin de la grippe. Alors je crois me souvenir que c'est 6 €. Et puis d'ailleurs l'État également s'engage dans cette période de vaccination, dans la mesure où par exemple cette année, comme les températures ont été douces cet hiver, la campagne de vaccination était un peu décalée par rapport à l'arrivée de la grippe. Donc la campagne de vaccination s'est prolongée jusqu'au 28 février et permettait le remboursement de ce vaccin pour les personnes de plus de 65 ans, mais pas seulement, parce que n'oublions pas qu'il y a des personnes aussi à risque dans les maladies respiratoires, les femmes enceintes. Lesquelles, il est conseillé d'être vaccinées. Femmes enceintes, personnes qui ont des problèmes respiratoires. Si j'ai des problèmes, par exemple, cardiovasculaires, si j'ai des problèmes diabétiques, tout cela. Si tout simplement, vous n'avez pas envie de rester collé au lit avec 42 fièvres et que vous avez envie d'être en pleine santé. Et puis, je vais vous dire, en fait, le fait de stimuler nos défenses immunitaires, ça ne nous affaiblit pas. L'organisme, tous les jours, lutte contre une piqûre d'abeille, un doigt coincé dans la porte, toutes ces petites choses, un clignement d'œil, ce sont des effractions de notre organisme. Notre organisme lutte tous les jours et plus on va le sensibiliser, plus on aura ces petits anticorps qui vont faire de nous des personnes résistantes. Alors, luttons contre cette idée, je me vaccine, je vais faire mes anticorps tout seul. Ce n'est pas possible. Vous ne pourrez pas être en contact avec toutes les maladies. Je ne vous le souhaite pas parce qu'il y en a qui sont à 100% mortelles. Donc, il vaut mieux ne pas s'y frotter et être préventif. Il vaut mieux prévenir que guérir, là, pour le coup. Alors, y a-t-il, là j'ai une question qui nous arrive, d'une saison, selon les saisons, est-ce qu'on se vaccine? Il y a une relation entre vaccination et saison. Exemple, au printemps, on va vacciner plutôt telle ou telle maladie. Là, on parlait par exemple, concernant la grippe, qui est logique, en période, je veux dire, automnale, on va se vacciner, ou début d'hiver. Est-ce qu'il y a des saisons particulières? Non, je crois qu'on vaccine à tout moment dans l'année. Les premières vaccinations, elles sont plutôt liées à l'âge qu'à la période de l'année. Au bout du 2e mois, on commence à vacciner les enfants avec un vaccin hexavalent, ça veut dire avec 6 virus, enfin en tout cas antigènes, qui vont provoquer des anticorps. Donc il y a diphtérie, tétanos, coqueluche, l'hémophilus, l'hépatite, et puis le 6e qui m'échappe, mais je vous le redirai plus tard. Donc ça, on va le faire au 2e mois de la vie. Donc c'est plutôt l'âge de l'enfant ou de l'adulte qui va être décisionnel. C'est pas vraiment la période de l'année, excepté, effectivement, vous avez raison, la grippe, c'est l'hiver, c'est l'automne, tout à fait. Et puis, bon, si vous partez au décours d'un voyage, vous allez faire l'hépatite A, peut-être, la fièvre amaryle, la fièvre jaune, ou alors la typhoïde. Ça va être en fonction de de vos vacances, on va dire, ou alors, des déplacements. Justement, dans le vaccin, vous parliez, il y a 6 antigènes. Moi, je prends l'exemple des personnes âgées qui prennent aujourd'hui une liste de médicaments, 3, 4, 5, 10, voire plus médicaments. Et derrière, on parle justement des dangers, des risques en utilisant plusieurs médicaments. Est-ce que ce serait pareil au niveau des antigènes? C'est-à-dire que si on utilise plusieurs vaccins, on vaccine on a plusieurs vaccinations en même temps, n'y a-t-il pas un risque? Non, là je parle de défense spécifique, donc les anticorps vont être très différents les uns des autres, donc on peut se vacciner, et là pour le coup je vous le disais, à 2 mois de vie on fait 6 vaccins d'un coup, et en fait non, ça ne pose pas de problème, ça ne va pas fatiguer l'organisme. Certaines cellules sont chargées de faire pour le tétanos, d'autres, voilà, on va vraiment agir point par point sans fatiguer.
il n'existe pas non plus d'ailleurs d'interaction entre médicaments et vaccins, on peut le préciser. Ça, c'est important à savoir aussi, Oui. effectivement. Alors, justement, il n'y a pas d'interaction entre vaccins et médicaments. Mais si je suis, imaginons, sous traitement antibiotique, un traitement, je dois le dire à mon médecin, je dois le dire au pharmacien si je veux être vacciné. Et est-ce que je peux être vacciné si j'ai un traitement ? Alors, ça, il faut en parler au médecin avant, parce qu'il y a des vaccins qu'on ne fait pas quand on est malade. Par exemple, celui de la grippe, tout bêtement, si on est en plein dans un rhume ou une rhinite, on ne va pas se vacciner. Là, pour le coup, on ne va pas déjà sur un organisme trop fatigué qui lutte déjà contre une infection, aller surajouter un travail à l'organisme. Ça risque de déclencher la maladie ? Aucun vaccin ne peut déclencher de maladie. Il ne peut pas. Hein. Voilà, ça aussi, c'est un a priori qu'on peut Voilà. avoir. Nombre de gens dans ma pharmacie me disent « Oh là là, je ne me vaccine pas contre la grippe parce que la dernière fois que je l'ai fait, j'ai eu la grippe. » Alors écoutez, je donne toujours cet exemple et il est vrai. On ne peut pas attraper la maladie d'un vaccin par le vaccin. À savoir, c'est exactement comme si je vous donnais un pétale de rose. Allez me créer un rosier, s'il vous plaît. Ouais. J'aimerais qu'on finisse avec cet a priori-là, parce qu'on ne vous injecte pas le virus, ça n'existe pas. Ce sont des morceaux de virus. Et en tout cas, si on prenait même la totalité de ces morceaux, on ne recréerait pas un virus. Donc ça, je vous dis, c'est comme si je vous donne un pétale et refaites-moi un rosier à partir de ce pétale. Dès qu'on a inventé le système, il faut me le donner. Mais avec l'évolution de la recherche, Magali, aujourd'hui, on arrive à faire des choses formidables. Hein. Mais on va même réussir peut-être à faire un vaccin contre l'hypertension artérielle. Et ça, c'est dans les tuyaux. Alors justement, voilà, l'hypertension artérielle, le diabète, l'herpès, le diabète, quoique parce que l'herpès est de plus en plus en train de... Il y a un développement de l'herpès. Alors ça fait partie de la même famille que la varicelle, par exemple. Et aujourd'hui, il existe un vaccin contre la varicelle que vous pouvez vous procurer en pharmacie. Ça évolue. Hein. Nous, on a été vaccinés contre la tuberculose avec notre fameux BCG. Je vous l'ai dit en 2007, disparition de la vaccination. Maintenant, il y a la varicelle. Il existe le vaccin contre des gastro-entérites qui sont dangereuses à rotavirus pour les enfants. On peut vacciner contre ces gastro-entérites. Il y a véritablement un arsenal thérapeutique au sein des vaccins qui est tout à fait intéressant et tout à fait novateur. Pour les jeunes filles, important aussi parce qu'il y a un manque d'informations. Moi, je trouve personnellement, notamment en milieu scolaire, au niveau lycée, universitaire, donc nos étudiants, nos étudiantes, qui est un petit manque d'informations. Comment ça se passe ? Oui, alors ça, c'est une grande avancée et il faut en parler parce que c'est un sujet presque un petit peu tabou. On n'aime pas parler de ce cancer du col de l'utérus qui est souvent rapproché d'un papillomavirus et on peut aujourd'hui protéger nos enfants, nos filles de ce cancer du col de l'utérus. Donc je trouve ça merveilleux parce que si aujourd'hui je vous disais, Sylvain, que je peux vous guérir d'un cancer du fumeur, du poumon, ce serait bien. De la rate, de la prostate, l'adénome prostatique, qui touche quand même énormément de personnes, on le ferait toujours, tout de suite. Et là, comme on parle de jeunes filles, on n'ose pas trop parler de sexualité ou de futurs cancers de l'utérus. Encore trop tabou. C'est un peu tabou. C'est intime. Et puis les jeunes filles sont jeunes puisqu'on va vacciner à partir de l'âge de 11 ans. Oui. En revanche, ça peut tout à fait servir de mode de discussion entre enfants et parents pour aborder ce sujet-là. Alors, c'est très simple. Et depuis 15 jours ou un mois à peine, cette vaccination qui s'effectuait en 3 injections peut, grâce à Cervarix, il n'y a que 2 produits sur le marché, Gardasil et Cervarix, pour ne pas citer de nom, mais Cervarix a l'autorisation d'être injecté en 2 doses, entre 11 et 14 ans. Donc c'est quand même quelque chose de facile. Ça devient plus confortable. Ça devient confortable. Et puis c'est pour toute sa vie. Là, pour le coup, c'est pour toute sa vie, il n'y a pas de rappel, et c'est quand même un cadeau qu'on peut faire à son enfant. Alors, au niveau de la prise en charge, ça coûte cher, docteur ? Alors, les vaccins, il faut le savoir, à part l'hépatite A, sont remboursés. Après, peut-être m'en échappe-t-il parce que... Par exemple, pour les jeunes filles, là, on parlait de la vaccination. C'est remboursé. C'est remboursé à 100%. Ça fait partie des préconisations d'INES. Parce que c'est l'intérêt général. C'est l'intérêt général. Oui, comme je vous le disais, il y a la diphtérie, tétanos, polio qui sont remboursés, qui sont les obligatoires. Oui. Autour de ça, la Covid
coqueluche. Qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, dans les conseillers, de façon générale, c'est rougeole, oreillon, rubéole. Vous avez donc la coqueluche aussi. Et puis après, en fonction des populations soumises à risque, il y a par exemple la leptospirose pour les égoutiers, parce que c'est transmis par les rats. Les gens qui travaillent dans les collectivités. La leptospirose, qui se traduit par la leptospirose. De fortes fièvres, oui. et puis une mortalité importante. Est-ce que, donc on a vu un petit peu pour la prise en charge, s'il y a un conseil à donner aujourd'hui, ce serait lequel? D'un point de vue général. Donc c'est la semaine, hein, je rappelle, Oui. qui est entre le 20 et le 26, c'est la semaine européenne de la vaccination. Si un conseil à donner, ce serait lequel? Alors, se poser la question, suis-je à jour de mes vaccins? Que dois-je faire si ce n'est pas le cas? Et je rassure, tout le monde ne sait pas parce qu'on a oublié un rappel qu'il faut recommencer la vaccination dès le début. On reprend là où on s'est arrêté. Donc c'est vraiment, j'ai envie de dire, un message serein. Ça ne veut pas dire tous à vos aiguilles. Ça veut dire posez-vous la question simplement, en fait. Et puis, je vous dis, votre médecin généraliste est apte à répondre à cette question. Et puis votre pharmacien, comme je vous le disais. Et surtout, n'hésitez pas à solliciter, comme je dis régulièrement, votre médecin généraliste, votre pharmacien, parce qu'on a trop tendance, moi je pense à mon goût personnel, dès qu'il y a un bobo, on va aux urgences, parce que ça va me faire la transition pour la semaine prochaine. On va parler du métier d'urgentiste, qui n'est pas évident, mais on a tendance tout de suite à aller aux urgences, parce qu'on se dit, bah oui, mais mon médecin, il est surbooké, et on ne pense pas aux pharmaciens. Allez voir également vos pharmaciens, qui sont vos premiers conseillers. Vous êtes bien d'accord avec moi? Je suis tout à fait d'accord avec vous et nous sommes ouverts du matin au soir. On est disponible et compétent. Ne l'oubliez pas, nous avons des années d'études derrière nous. Souvent, on nous voit comme un commerçant, ça cohabite avec notre compétence et on est à votre service. Et donc, c'est pour cette raison, n'hésitez pas à solliciter. Je rappelle le site sur lequel vous allez pouvoir retrouver pas mal d'informations. C'est sur mon site personnel, sylvain-blondin.com. Je répète, sylvain-blondin.com. Semaine prochaine, comme je disais, nous allons parler du métier d'urgentiste parce qu'il y a pas mal de choses et on doit recevoir, je dis on doit parce que à moins qu'il y ait un problème au niveau des urgences qui ne puissent pas se libérer. Donc le docteur Braun qui est représentant des urgentistes en France et d'autres personnalités. Magali, merci encore pour être venue sur notre plateau, nous accompagner, nous éclaircir sur la vaccination. N'hésitez pas, vaccinez-vous, allez voir votre pharmacien, votre médecin et à très bientôt pour une prochaine émission Libre-Échange. Merci Magali. À bientôt. À bientôt. Libre-Échange, Sylvain Blondin. Libre-Échange, Sylvain Blondin.